1914, l'Europe s'embrase. Toutes les nations se préparent à la guerre. Angleterre, France, Allemagne, Autriche-Hongrie. La mobilisation nationale est déclarée dans chacun des pays. Et les hommes partent, la fleur au fusil. Chacun pense que la guerre sera courte et qu'il la gagnera facilement. Valentine, le père de Yann, et son frère Philippe font partie d'un régiment de cavalerie. Certainement que le cheval y sera, comme à son habitude, d'un avantage décisif. Ils sont alors incorporés au régiment auquel ils sont affectés et envoyés rapidement au front dans le nord de la France. Val, avant de partir, aura tout juste le temps d'écrire son testament, lequel aura une importance capitale pour la suite des événements, car il lui inclura une clause de fiducie à son épouse, Ève. Si jamais il lui arrivait quelque chose, sa fortune ne lui serait jamais léguée en intégralité, mais seulement en versements annuels. Et en cas de remariage, ce versement se ferait très fortement réduire. Cette décision va impacter toute la vie de Yann, son rapport à l'argent et les liens qu'il aura avec sa mère. Mais la Grande Guerre ne fut pas ce à quoi les hommes s'attendaient. Et très vite, les soldats se réfugièrent dans les trous, la boue, les tranchées, et ils y restèrent, subissant les rafales de mitrailleuses lourdes ou de tirs d'obus, la guerre de position, les poilus, l'odeur de la moutarde, le no man's land. Un cheval ne sert à rien quand en face, la grosse Bertha envoie ses boulets à plus de 10 km de distance, que les chars d'assaut écrasent des blessés et les chevaux, tandis que l'aviation survole vos lignes en vous narguant. Qui aurait pu penser, ne serait-ce qu'une seconde, que l'imagination humaine était aussi fertile pour pouvoir assassiner son prochain? Durant ces années de guerre, et malgré la censure, le courrier de Valentine fut souvent utilisé par les autorités britanniques, publié dans les journaux de manière anonyme pour décrire les combats et servir de propagande. Soudain, un grand nuage de gaz vert apparut. Il a loupé les tranchées de première ligne, mais a touché 2 bataillons d'infanterie dans la ligne de soutien. Certains ont été étouffés sur place. Le reste est revenu par notre aide. C'était un spectacle affreux. Ils étaient absolument impuissants, déchirés par la toux, crachant du sang, tombant malades. Les officiers comme les hommes. C'était le spectacle le plus épouvantable, le plus inhumain et le plus sauvage que je n'ai jamais vu. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment ressenti d'amertume contre ces Allemands, mais maintenant je ne trouve plus les mots pour exprimer ma haine d'une nation. Cela me rend malade. Je peux vraiment le dire, que Dieu punisse l'Allemagne, avec une certaine vigueur maintenant. Philippe, tout comme Val, était officier de cavalerie sur le front, une armée devenue obsolète face à des tranchées et des tanks. Comme beaucoup, ils n'avaient pas du tout anticipé comment cette guerre tournerait et quelles en seraient les conséquences. Pour eux, leur cavalerie n'avait plus aucun sens. Ils comprirent rapidement qu'ils n'avaient plus les armes ni les principes moraux pour se battre. Mais, malgré tout cela, ils ne défaillirent jamais. Ils vivaient au plus près de leurs hommes, partageant leur quotidien. Tout autant qu'eux, ils risquèrent leur vie dans les combats et les bombardements. Ce fut d'ailleurs un obus qui coûta la sienne, le 20 mai 1917, à la ferme de Gilmont dans la Somme, lors de la bataille d'Ypres. Val Fleming est depuis enterré à Temple-le-Guérard dans la tombe de E40, avec l'inscription « Les auteurs tiennent la paix », l'épitaphe ayant été choisi par la veuve elle-même. Winston Churchill, son ami, écrivit alors sa nécrologie qui fut publiée dans le Time en l'honneur d'un député mort au combat. La perte pour le régiment est indescriptible. Il était, comme vous le savez, notre meilleur officier. Totalement intrépide, plein de ressources, magnifique avec ses hommes. Sa passion dans le sport était la traque du cerf dans son Écosse natale et bien aimé. Il montait bien. Il était toujours un compagnon gai et chaleureux. Il avait tout pour être heureux. Une vie familiale délicieuse, des occupations commerciales actives, une santé satisfaisante, une personnalité aimable et charmante. À ce moment-là, Yann est encore enfant, seul en pensionnat. Son frère, avec qui il partageait le dortoir, est alors avec leur mère pour se faire opérer des amygdales. Il perdit ainsi loin des siens, son modèle, sa référence. Un père qui, comme chaque membre de la famille, portait un surnom, Moki, dérivatif de Smoky, car il avait constamment une pipe en bouche,
Un surnom qui commence par la lettre M, tout comme celui de sa mère, Mioui. Ian Fleming gardera toute sa vie cette nécrologie encadrée sur le mur de sa chambre. Lui et Peter, comme ses frères Richard et Michael, seront alors élevés dans un but de pérennisation de sa mémoire. Comment faire aussi bien qu'un grand-père ayant fait fortune, qu'un oncle champion olympique, ou encore un père héros de la guerre? Durant toute sa vie, Ian Fleming aura un rapport presque christique avec ce souvenir. Les enfants priaient même le soir pour ressembler à leur père avant de se coucher. Valentine, quant à lui, est représenté dans un vitrail, dans la chapelle de Nettlebed, sous la forme d'un saint portant un enfant dans ses bras. Et sa femme, du nom d'Ève, s'évertuera toute sa vie de faire de Ian, leur fils, son digne successeur, un militaire.